Bonjour, bonsoir chers amis, vous êtes bel et bien branchés sur Malimbia officiel. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 29 septembre 2024. Vous êtes bel et bien branchés, vous ne vous êtes pas trompé d'adresse. Chers amis, comme je vous ai toujours promis et je vous ai bien dit ce matin que nous allons développer encore nos sujets d'actualité avec notre analyste des maisons, notre analyste des tailles, comme vous l'avez beaucoup réclamé, comme vous le savez très bien. Jacques est toujours dispo pour nous partager ses analyses et ses analyses plutôt de tout ce qui se passe au pays. Je pense qu'avec le temps, on va aussi essayer de rattraper JC. Je ne sais pas s'il sera des nôtres, mais avec lui, on va aussi partager tout ce qui se passe au pays. Chers amis, on va parler de notre président de la République qui était parti à New York. On va parler de son discours. On va parler aussi de notre Constant Moutamba, le ministre d'État, comme toujours, comme vous le savez, il fait toujours, il fait couler l'encre, beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Mais on va parler aussi de la situation de l'Est, comme toujours, nous savons que notre pays est menacé. Mais pour ne pas perdre beaucoup de temps, je suis en ligne avec notre ami Jacques, qui nous appelle depuis la France. Jacques, bonsoir. Bonsoir, Mali. Bonsoir aussi à tous les auditeurs et téléspectateurs. Jacques, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Je sais que vous êtes trop pris avec le boulot, mais n'empêche que vous venez des fois nous donner ce qu'on appelle les insights de tout ce qui se passe pendant la semaine, parce qu'avec vous, quand même, nous sommes vraiment très bénis et puis très ravis de vous avoir comme notre analyste de maison. Mais vous aviez aussi suivi l'actualité de ce qui s'est passé. Le président Félix Tshisekedi était parti à New York et nous l'avons suivi. D'après vous, les discours du président de la République, qu'est-ce que vous aviez retenu? Mali, moi je dirais que le président a dit, il a fait un rapport, le bilan de la situation au Congo. Et quelque part, moi je me dis ceci, c'est bien d'y aller. Mais je pense que beaucoup de chefs d'État aujourd'hui vont à l'Assemblée générale des Nations Unies parce que c'est une habitude, parce que c'est là où chacun veut montrer ses prouesses. Hein? C'est un peu comme America Got Talent. Chacun vient là-bas pour montrer de quoi il est capable. Mais oui. En fait, ce sont des discours creux. Cette fameuse Assemblée générale des Nations Unies est finalement devenue une sorte de défouloir pour les chefs d'État. C'est-à-dire qu'ils sont frustrés en Afrique. Bon, ils vont là-bas pour se défouler, hein, tu vois. Ils sont un tout petit peu hypocrites. Hein, ils se donnent à cette mascarade de dire non, au Congo, on est fâché, on n'est pas content de ça. Nous avons décidé de faire ça. Mais est-ce qu'ils le font? Ils ne le font pas. Ils vont là-bas parler, se défouler, et puis l'Amérique leur a déjà dit, écoutez, voici la feuille de route, hein, vous allez faire ça. Mais quand même, ils viennent pour qu'on ne dise pas qu'ils sont dirigés par le bout du nez. Ils viennent, ils disent n'importe quoi. Bon, écoute, moi je pense que ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai du discours, c'est tout ce qui a été fait. Voilà, ça, je suis d'accord, je crois en ça. Mais quant à promettre, dire nous allons faire, nous allons décider comme ceci, comme cela, avec l'Angola, tout ça c'est des histoires. Ça n'a rien à voir. Ce qui est vrai, c'est ce qui est sur le terrain. C'est tout ce qu'on sait. Pour résoudre les problèmes des Congolais, pourquoi on va aller les résoudre aux Nations Unies, à New York? Pourquoi? Est-ce que l'Amérique,
lorsqu'elle décide, par exemple, d'attaquer un pays, l'Amérique va à Kinshasa demander ou informer les Congolais que nous allons attaquer. Non. Pourquoi nous devons aller là-bas pour dire, ben voilà, nous avons décidé avec l'Angola de faire ça avec la SADC. Quelque part, on est au 21e siècle. Il faudra que nos consciences se mettent en marche. Il faudra que nos consciences commencent à travailler. Ok, il faudra que nos consciences commencent à travailler, comme vous l'avez dit, Jacques. Je partage le même point de vue que vous. Si notre président a dit qu'il demande à l'Assemblée générale et il demande aux Occidentaux de punir les Rwandais et de prendre des sanctions très sévères contre les Rwandais. Mais une question qui me vient en tête très souvent, qu'est-ce qui empêche au gouvernement congolais de prendre des décisions de fermer nos frontières? Et qu'est-ce qui empêche au gouvernement congolais, rien que fermer nos frontières là, pendant même, pour même 1 ou 2 semaines? Je pense que les Occidentaux sont en train de nous regarder et ils se moquent de nous parfois. Je ne sais pas si vous partagez le même point de vue. Bien sûr que oui, à 100%. C'est pourquoi tout à l'heure, là, j'étais en train de le dire avec moquerie, mais revenons aux choses sérieuses. Nos chefs d'État africains, c'est pas seulement le nôtre, nos chefs d'État africains, quand ils vont aux Nations Unies, soi-disant pour parler de leur pays ou faire des doléances ou je ne sais pas quoi, pourquoi ils vont là-bas, mais peu importe. Quand ils vont là-bas, moi je pense que c'est une sorte de défouloir. C'est un endroit où ils vont pour se défouler. Mais ils ont déjà reçu le mot d'ordre. On leur a déjà dit, écoutez, vous avec le Rwanda, ne fermez pas vos ambassades. Laissez vos ambassades circuler, travailler comme d'habitude. Ils savent ça. On leur a déjà dit ça. C'est un mot d'ordre qui est venu de Washington. Parce que ce n'est pas normal, Mali. Ce n'est pas normal. C'est pas normal, vraiment. Je suis en conflit. Oui. En conflit avec une personne que tout le monde reconnaît être coupable de beaucoup de choses chez moi. Mais quand même, nos ambassades continuent à fonctionner comme si rien n'était. Oui, on entretient de bonnes relations là. Oui. C'est par là que tu comprends que c'est plus fort que le Congo, c'est plus fort que le Rwanda. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui a dit et vous deux là, arrêtez vos bêtises, vous ne fermez pas vos ambassades. Tu vois, c'est plus fort que les deux. Ce n'est pas, il n'y a rien qui peut expliquer, même au nom de la diplomatie, il n'y a rien qui peut expliquer pourquoi l'ambassade du Rwanda est encore chez nous et pourquoi notre ambassade est encore au Rwanda. Il n'y a rien qui explique ça. Si vous voulez comprendre ça comme ceci, on va dire, ben voilà, au Rwanda, il y a des Congolais, n'est-ce pas? Et au Congo, il y a des Rwandais. Donc, ils ont besoin de leur ambassade. Mon cher, je prends juste un exemple égaré, peut-être qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit. Est-ce que vous pensez que l'ambassade du Congo se trouve partout dans tous les pays du monde? Non. Non. Au Timor, par exemple, il n'y a pas d'ambassade du Congo là-bas, au Timor. Mais quand il y a des Congolais au Timor, par exemple, et qu'ils veulent se rapprocher de leur ambassade, ils se rapprochent à l'ambassade la plus proche. C'est comme ça que ça se passe. Donc, s'il y a des Congolais au Rwanda qui ont besoin de leur ambassade, ils peuvent se rapprocher de l'ambassade du Congo qui est au Burundi, ou bien en Tanzanie, ou bien en Ouganda. Oui, et je me demande pourquoi nous sommes encore en Ouganda. Je ne sais pas pourquoi notre ambassade est encore en Ouganda. Mais admettons, le plus grave, c'est que pourquoi nous avons encore notre ambassade au Rwanda. Ça, c'est très grave. Et moi, je comprends que c'est parmi les conditions, sûrement, des Nations Unies, qui disent, bon, voilà, vous voulez la paix chez vous, nous allons tout faire, vous aurez la paix, on va caser le M23,
Mais quand même, les ambassades, là, vous ne les fermez pas. Je suis sûr, parce qu'il n'y a rien d'autre qui explique le pourquoi de notre présence au Rwanda. Le Rwanda que nous accusons matin, midi, soir, du génocide commis au Congo, mais quand même, nous avons des relations diplomatiques avec un tel pays. Et il continue aussi à opérer là chez nous aussi. Leur ambassade est toujours opérationnelle chez nous. Oui, moi je pense que il y a un monsieur qui a dit, j'ai oublié le nom, et le monsieur a dit ceci. Lui, personnellement, il croit que notre président et le président rwandais, en fait, entretiennent de bonnes relations d'amitié la nuit. Quand tout le monde est en plein sommeil, eux deux, là, ils se communiquent, ils parlent, ils essayent de garder leur amitié à chaud. Donc tout ce que nous voyons là, c'est de la pure mascarade. Il y a de la pure mascarade. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Oui. Mais c'est dommage. Parce que... c'est dommage. Si le peuple commence déjà à murmurer sur le président, à avoir des doutes sur ses vraies intentions, parce que le président n'est jamais passé devant le peuple pour dire, bon, moi j'aime bien dire, il n'est jamais passé devant la base. Parce que c'est le mot qu'il avait utilisé lui-même. Oui. Il n'est jamais passé devant la base pour dire, écoutez, moi j'ai gardé l'ambassade du Congo à Kigali parce qu'il y a 1, 2, 3, et eux ils ont gardé leur ambassade ici chez nous pour telle ou telle raison, malgré qu'ils sont la cause de 15 millions de morts à l'Est. Nous gardons quand même leur ambassade ici à Kinshasa. Il n'a jamais fait ça. Le cas par exemple de Corée du Nord et Corée du Sud, les frontières de ces deux pays-là sont fermées. Mais ça n'empêche pas que l'un ou l'autre évolue sans problème dans l'attitude hostile. Les deux pays évoluent. Ce n'est pas en ouvrant la frontière de la Corée du Sud que ça va amener je ne sais quoi à un changement en Corée du Nord. Non, chacun vit avec les moyens de bord. Mais je me demande pourquoi on ne ferme pas notre frontière avec le Rwanda, parce qu'il y a un problème. Chaque jour ici, il y a des véhicules qui sortent du Congo avec les minéraux qui vont au Rwanda. Ça, c'est une raison de plus pour comprendre à quel point il faut fermer cette frontière-là. Mais pourquoi le gouvernement congolais ne le fait pas? À moins qu'il soit complice. À moins qu'il soit complice. Vous voyez qu'il y a des véhicules qui sortent avec des minerais. Nous avons les Sukhoi, nous avons des drones, nous avons je ne sais pas quoi. Pourquoi ils n'abattent pas ces véhicules-là? Pourquoi ils les laissent sortir? À moins qu'ils soient complices dans ça. C'est pas normal, hein? C'est pas normal, Jacques. Lorsque le peuple commence à murmurer, c'est-à-dire qu'il a perdu confiance à son pouvoir. Le pouvoir qui dirige ce pays-là, oui, on a perdu confiance, on ne vous fait plus confiance, c'est pourquoi on commence à parler, on commence à murmurer. Il y a des gens qui le disent tout haut, il y a des gens qui le disent tout bas. Mais déjà, c'est mauvais signe. On ne vous fait plus confiance. C'est très grave. Tu verras que les sondages, si on faisait des sondages, tu verras que les 73% des votes que le président avait eu vont chuter jusque peut-être à 40%. Tu vois? Juste pour une petite erreur ou bien comment je peux dire, une sorte d'indélicatesse qu'il a avec le Rwanda. Ouais. Si on voulait vraiment terminer cette guerre, on l'aurait terminée longtemps en fermant les frontières. Le fait de laisser seulement les frontières ouvertes, ça veut dire que quelque part, le Congo n'a pas la volonté de terminer cette guerre-là. Donc, ça, en tout cas... Je comprends très bien. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Donc, nos autorités sont donc, il y a quelque chose derrière tous ces discours ici que les autorités ne veulent pas nous dire. Mais c'est ça. C'est ça. Et dans son discours, pour ne pas vous prendre au mot,
dans son discours, il a aussi parlé de la sortie de l'ONU sur le sol congolais. Et vous croyez que cela va se passer? Moi, je pense que ce sont, comment on appelle, c'est un peu comme quand vous êtes blessé, hein. On prend un tampon pour couvrir la plaie afin de limiter l'hémorragie. Hein. Tu vois ce que je veux dire, toi qui es dans le domaine médical. Oui. Euh, ce n'est qu'un tampon pour calmer la colère du peuple. Le peuple est fâché. Les militaires, les soldats de l'ONU, ils ont tiré sur la population congolaise, chez eux, dans leur pays, sur leur fief. Ils ont tué des gens. C'était à ce moment-là que le Congo devait montrer sa souveraineté. C'est à ce moment-là que le Congo devait faire partir les troupes de l'ONU. Vraiment. Mais voilà, on nous a balancé de gauche à droite avec des discours comme quoi non, l'ONU a besoin de temps pour rapatrier ses troupes normalement. Bon, quand les troupes de l'ONU sont arrivées au Congo, ils ont débarqué comme ça, c'était pas prévu, ils n'ont rien planifié, ils sont venus juste pas, ils étaient là. Mais pour rentrer, il faudra qu'on leur donne le temps de se préparer. Se préparer à faire quoi? Ils sont en train de quitter le Congo, c'est très bien, mais tu sais qu'ils ne vont pas loin. Ils vont se cantonner au Rwanda. Vraiment. Et en Ouganda. Oui. Nous pouvons dire, oui, quittez, partez. Oui, mais ils partent où? Ils vont se cantonner en Ouganda et au Rwanda. Donc, si le Congo attend trouver des solutions aux Nations Unies, parce que le président est parti faire un beau discours, d'ailleurs, avec une verbe, comment on dit, avec une très bonne allocution, hein. Il ne faut pas croire que c'est ça qui va changer les choses à l'Est. Non. Il faut juste savoir que le départ des troupes de l'ONU, ça ne garantit rien. Ça ne veut rien dire. Non. Ça ne veut rien dire. La SADC est venue en pompe, déterminée à tirer tout ce qui allait refuser les accords de paix. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, la SADC, ils parlent à peine. C'est à peine qu'ils parlent. Ils disent plus rien. Ils disent plus rien. Tu sais pourquoi? Pourquoi j'ai dit tout ça? C'est parce que nous, Congolais, nous pensons que quand nous avons des problèmes sur notre territoire, la SADC va venir trouver des solutions pour nous. Voilà. L'ONU viendra chez nous pour trouver des solutions. Arrêter le M23. L'ONU sera là pour construire, comme il y avait eu le volcan à Goma, l'ONU va nous construire des maisons ou bien un grand... Ouais. C'est ça le problème avec nous. Il y a un leader. Je ne vais pas citer son nom parce que ce n'est pas le leader de tout le monde, mais je vais dire quand même. Il y a un leader au Congo qui avait dit ceci. Le jour que le peuple congolais prendra conscience, c'est ce jour-là que le développement partira de ce pays. C'est ce jour-là qu'on va se développer. Quand nous allons prendre conscience. Le jour que le Congolais comprendra que quand on a des problèmes, il ne faut pas attendre la solution des États-Unis, de la France, de l'Allemagne. Ils ne vont pas nous aider. La solution, c'est nous-mêmes. La solution, c'est-à-dire, vous allez à l'ONU, vous faites un beau discours. Pendant que vous êtes en train de faire le beau discours là, on est en train d'attaquer le Rwanda. Ça, c'est ça la conscience. Et puis vous rentrez, vous dites, moi je n'étais pas au courant. Nous on a attaqué, non, nous on n'a pas attaqué. Le Rwanda, depuis le début jusqu'à ce jour, ne fait que mentir. Et la communauté internationale accepte le mensonge du Rwanda. Mais nous, les Congolais, qu'est-ce qu'on fait? Non, selon les textes, selon les accords que nous avons eus en telle date, et puis nous savons très bien maîtriser les dates. Selon les accords, selon les traités, selon je ne sais pas quoi. Nous, on est dans les textes. Pendant ce temps, le Rwanda continue à mentir sur le Congo. Dernièrement, ils ont sorti une dernière carte. Ils ont dit que le Rutshuru et le Massissi faisaient partie de leur territoire. C'est pourquoi ils font la guerre qu'ils sont en train de faire aujourd'hui.
Vraiment. Ils ont sorti encore une autre cartouche il n'y a pas longtemps. Ils ont dit le Congo, nous sommes Congolais depuis 1886. Vraiment. Tu peux t'imaginer que c'est le Rwanda qui nous dit à nous, Congolais, que nous sommes Congolais depuis 1886. Donc, avant 1886, nous n'étions pas Congolais. Parce que eux, ils occupaient le territoire congolais dans le Massissé, le Rutshuru, c'était une partie du Rwanda. Vraiment. Bon. Nous avons un gouvernement avec le ministre de l'Information qui ne prend même pas la peine, même le chargé d'information de la présidence, qui ne prennent même pas la peine de passer à la télévision pour contredire ces déclarations-là. Ces déclarations-là sont venues de qui, tu peux t'imaginer? De James Kabaré. Vraiment. C'est quelqu'un qui occupe un rang élevé dans le gouvernement au Rwanda. Qui fait des déclarations. Et nous, chez nous, il n'y a personne. Silence radio comme si rien n'était. C'est-à-dire que nous acceptons. C'est-à-dire que nous acceptons, notre gouvernement accepte que les déclarations de James Kabaré sont fondées. C'est vrai, il a raison. Parce qu'ils ne disent rien. Mais c'est très grave ça, quand même. C'est très grave. Vraiment. Le musée, là, qui était président, il avait essayé un truc bien. Je crois que c'était, ils appelaient ça Tchébétchém. Le nom n'est pas peut-être très bien à écouter, mais quand même, le programme, il était bien. C'est l'éducation civique. Et il faut éduquer le peuple. Il faut éduquer le peuple. Il faut qu'il y ait une émission à la télévision où il y a des historiens, des géographes, des psychologues qui expliquent au peuple congolais que non, voilà, avant 1886, voici, il y avait un royaume qu'on appelait le royaume Congo. Et d'autres royaumes, par exemple le royaume Kuba, l'empire Kuba, ou bien le royaume Lunda, les autres là, ils avaient leur diligence au roi des Bakongo. C'est ça qui a fait que tous ces petits royaumes et empires qui étaient autour du royaume Congo ont formé un bloc qui est devenu la République démocratique du Congo. Il faut juste dire ça aux gens. Il faut dire ça. Le Rwanda, le peuple rwandais, les Tutsis, ils sont venus de l'Éthiopie. C'est des Nilotiques. Quand ils sont arrivés au Rwanda, ils ont trouvé un autre peuple qu'on appelle Hutu. C'est Hutu là. Ils avaient leur royaume qui n'avait rien à voir avec le royaume Congo. Ils ont commencé à se faire des problèmes. Les Hutus ont dit, hey, quittez, partez, vous n'êtes pas d'ici. C'est comme ça ils ont commencé à entrer au Congo. Ils ne sont pas congolais. Ils ne sont pas congolais. Pourquoi est-ce qu'on a appelé d'ailleurs ce royaume-là le royaume Congo? Parce que tous ces petits royaumes, tous ces empires qui étaient autour, avaient comme leur chef suprême le roi des Bakongo. C'est tout. C'est tout. Et ces royaumes-là se sont rattachés au royaume Congo. C'est ça qui a fait ce pays-là. Vraiment. 450 tribus. Oui. Mais dans ces 450 tribus-là, il n'y a pas des Tutsis, il n'y a pas des Hutus. Non. Est-ce que ça, on ne peut pas passer à la télévision, expliquer ça au peuple congolais? Mais c'est James Kabaré, à partir de sa case là-bas, de la brousse où il fait des déclarations comme quoi on est Congolais depuis 1880. Qu'est-ce qui est si important sur le Congo qui tracasse tellement le Rwanda? Et eux là, ils sont Rwandais depuis quelle année? C'est depuis quelle année que eux ils sont Rwandais? Si nous sommes Congolais depuis 1890, eux ils sont Rwandais depuis quelle année? Jacques, on a beaucoup à se dire vraiment. La façon dont vous analysez, vous développez vraiment cette émission, vraiment c'est très 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 intéressant. Mais on a beaucoup à se dire. Est-ce que quelque part là, on peut dire que les Congolais sont distraits parce que il y a des choses sérieuses qui se passent de l'autre côté, comme vous venez de le dire là. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Donc on voit sur les réseaux sociaux, les gens s'injurient. Et puis, ils sont en train de faire des polémiques là qui n'en profitent à rien. On a vu des photos là avec le président, avec Bill Gates,
on va même parler de ça tout de suite là. Il paraît, donc je parle au conditionnel, ils étaient très contents parce qu'ils ont vu le président avec Bill Gates, et Bill Gates veut nous amener les vaccins au Congo. Qu'est-ce qui se cache derrière ces vaccins-là? Nous avons des familles au pays, nous avons des familles à l'Est, partout là-bas. Qu'est-ce qui se cache derrière ces vaccins? Bon, moi, je pense qu'il se cache une conspiration de détruire, d'éliminer et de faire du mal à un peuple. Un peuple Vraiment. qui est inconscient, un peuple qui manque de connaissances. Hein, c'est biblique. Je ne dis pas du mal de personne, c'est biblique. Mon peuple périt par manque de connaissances. Tous les Congolais ne sont pas chrétiens, c'est vrai, mais c'est un principe simple à comprendre que beaucoup de Congolais sont ignorants. Ils pensent que, comme j'ai dit tout à l'heure, que quand nous avons des problèmes au Congo, la solution viendra des États-Unis. Vraiment. Avant de répondre à ta question, je te dis un truc. Il paraît que le gouvernement congolais aurait dit à Bill Gates, nous voulons élever un peu le niveau d'éducation chez nous. Nous voulons qu'il y ait des ordinateurs dans les écoles chez nous. Bill Gates a dit, oui, je vais vous donner ça. Est-ce que tu crois qu'une organisation comme celle de Bill Gates ira prendre des ordinateurs par pitié ou bien par amour pour les Congolais et dire, voilà, prenez les ordinateurs, hein, c'est gratuit. Et puis voilà, comme chez vous là, il y a des gens malades, nous avons développé un vaccin pour vacciner votre population. C'est gratuit. Et puis le vaccin est sans danger. Rappelons-nous, on fait un peu de pédagogie. Allons un pas en arrière. Bill Gates avait dit ceci. Nous sommes nombreux sur la Terre. Ouais. Oui, ça va avoir des conséquences qu'il y ait beaucoup d'hommes sur la Terre. Il faudra qu'on diminue la population mondiale. Je ne pense pas que quand il parlait de diminuer la population mondiale, c'était celle de l'Europe ou bien celle de l'Asie. Tout le monde sait qu'il parlait de la population africaine. Bon, vous avez en face de vous quelqu'un qui a promis de diminuer la population mondiale. Il vient vers vous, il vous dit, j'ai un vaccin pour vous. Mais même si vous êtes aveugle, même si vous ne réfléchissez pas beaucoup, là, vous avez en face de vous quelqu'un qui vous veut du mal. Oui. Et il vous dit, bon, je voudrais vous faire du mal, voici, je viens avec ce vaccin pour vous faire du mal. Et vous dites, oui, amenez. C'est quoi les Congolais? C'est quoi? Vraiment. Pourquoi il ne fait pas ça au Burkina Faso? Pourquoi il ne fait pas ça au Burkina Faso? Le Burkina a refusé. Ça veut dire que le Burkina est plus éveillé que nous. Les Burkinabés sont plus éveillés que nous. Pourquoi il n'a pas fait ça au Sénégal? Les Sénégalais, ils ont refusé. Ça veut dire que les Sénégalais, hein, comme les Galaphones disent, mais nous, là, hier, il n'y a pas longtemps, à l'époque des CC, nous étions vus comme un peuple vaillant, un peuple intelligent, courageux. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce temps-là et aujourd'hui? Pourquoi on est devenu si naïf? C'est grave, ça. C'est très, trop grave. Il faudra que le Congolais fasse travailler sa conscience. Il ne faut pas dire, oui, parce que le président lui-même, il est allé se mettre à côté de Bill Gates. Andimi Naye, Bishop Tondima. Non, lui, il est allé causer avec Bill Gates. Ce qu'ils se sont entendus là, c'est peut-être que c'est quelque chose qui l'arrange, lui, le président. Mais ça n'arrange pas les Congolais. Les Congolais doivent prendre conscience et dire non à quelque chose qui n'est pas bien. Est-ce que ça, vraiment, il faudra qu'on aille dans la rue, qu'on fasse un soulèvement populaire pour que le gouvernement comprenne que nous ne voulons pas de ce vaccin-là? Si le gouvernement... D'ailleurs, moi je te dis, Mali, je dis ceci. Le gouvernement congolais peut dire, oui, Bill Gates, donnez-nous le vaccin. Vous venez avec le vaccin, vous jetez tout à l'océan.
vous tuez les poissons ou quoi, là, je sais pas, vous jetez ça dans l'océan. Ou bien vous faites un gros trou, vous jetez tout là-dedans. Vous prenez de l'eau minérale, non, pas l'eau minérale, le sérum. Vous vaccinez les gens, vous dites oui, ton vaccin là, on a piqué, on a donné ça aux gens. C'est tout. Est-ce qu'on vous oblige de le faire? Parce qu'il n'y aura pas des Américains là-bas pour vérifier que est-ce que vous avez donné les vaccins? Non. Acceptez. Jouez à l'hypocrisie. Prenez ça, oui, mais allez, je sais pas, là où il y a le, comment on appelle, le volcan, jetez tout là-bas. Oui, je sais pas, vous trouvez une autre solution, vous faites un tour, jetez le vaccin là, mais donnez le sérum aux gens, ou des vitamines. Oui, parce que la conséquence de ces vaccins-là, on les verra plus tard. C'est pas maintenant que nous allons voir ça. Oui. Donc ça va prendre du temps. C'est toute une génération que nous voulons sacrifier. Ça, nous devons vraiment... Nous tous, nous ne serions même pas là. Donc 30 ans, 40 ans après, donc ça sera une autre histoire. Ça sera une autre histoire. Je te dis. Ça sera l'histoire d'une Afrique vieillissante. D'une Afrique où des couples, nous allons voir beaucoup de couples émerger sans enfants. Où il y aura cette Afrique qui vieillit. Aujourd'hui, 60% de la population africaine est jeune. Aujourd'hui, là, qu'on parle. Et la population occidentale est vieille à 85%, 80-85%. Tu vois? C'est-à-dire que les Africains sont en train de monter en puissance. Toute cette jeunesse africaine-là, qui ne parvient pas à trouver les moyens de s'en sortir, elle va où? Elle va en Occident. C'est peut-être la peur de l'Occident. Il paraît, moi je ne veux pas relayer des informations qui ne sont pas vérifiées, mais quand même, il paraît que dans certaines classes, quelque part en Europe, je ne cite pas le pays, les classes sont majoritairement africaines. Vraiment. Parce que la population là-bas, il n'y a pas beaucoup d'enfants, il n'y a pas beaucoup de jeunes. C'est une population qui a vieilli. Les gens ne font pas beaucoup de bébés. Alors, les classes sont remplies d'Africains. Tu vois? Vraiment. Alors, je pense que tout ça, ça ne plaît pas à certaines personnes. Ce pays-là, c'est un pays catholique, un réputé catholique. Mais ce pays-là s'est vu envahi par l'islam, tu vois un peu. L'islam venu d'Afrique, bien sûr. Alors, je suis sûr que ces gens, ils ne sont pas comme nous. Eux, quand ils vont en réunion, ils s'assoient, ils font des réunions, ils prévoient dans 10 ans qu'est-ce qui va se passer dans ce pays. Bien sûr, au Congo, quand on va en réunion, c'est pour dire, cette semaine ici, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Donc nous, on fait 7 jours en arrière. On ne prévoit pas dans 10 ans. Vraiment. Vraiment. Bon, en fait. C'est vraiment dommage, vraiment, avoir vraiment ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas si on peut toujours faire confiance à nos autorités ou bien c'est le temps vraiment de prendre conscience et de se lâcher vraiment. Parce que... Non, je pense que nous devons prendre conscience. Nous devons prendre conscience, oui, et ne pas attendre que le gouvernement prenne conscience à notre place. C'est le peuple qui doit prendre conscience et rappeler la base, doit prendre conscience et rappeler nos autorités là à la conscience. Sinon, moi j'ai toujours dit, on dit toujours, le jour que ce peuple-là va se fâcher, ça va chauffer. Mais si j'étais un membre du gouvernement, je prendrais cette menace-là au sérieux. Tout à fait. Vous allez mater un peu, mentir, mais un jour, ce peuple-là, il va étonner le monde. Il va étonner le monde. Il prendra conscience, oui, il prendra conscience et il ne va pas commencer avec ses agresseurs extérieurs. Il va commencer avec ses dirigeants. Ses dirigeants, ses propres autorités. Oui. Ouais. Oui. Il ne va pas aller dans le pays voisin pour attaquer le Congo, Brazza ou bien le Rwanda. Non. Il va commencer d'abord avec vous.
qui les dirigeait. Il faut prendre ces choses-là au sérieux. Tu vois? Jacques, parlant de ce même peuple qui doit prendre conscience, ça, ce n'est pas... Je voulais dire, il y a des rumeurs, mais ce ne sont pas des rumeurs. C'est quelque chose qui se préparait déjà depuis longtemps. Ils sont en train de préparer, de changer notre constitution. La même constitution qu'on nous disait par les soi-disant professeurs de droit, c'est la mère des constitutions que le pays n'a jamais connue, tout ceci, tout cela. Qu'est-ce qui se cache derrière ces changements de constitution? Parce qu'on sait que ça va se passer. Oui, Mali. Oui. Je viens ici essayer d'apporter une bonne nouvelle. OK. Je vais dire ceci en peu de mots, mais je suis sûr que ça sera une bonne nouvelle, ce que je vais vous dire tout de suite là. Les politiciens qui ont dit que la constitution que nous avions là était la meilleure que le pays n'ait jamais connue, c'est des politiciens manipulateurs qui le disaient parce que cette constitution-là était taillée sur mesure pour les garder au pouvoir pendant longtemps, pour cautionner leurs bêtises. Immunité si vous êtes ceci, immunité si vous êtes cela, on vous donne une carte de crédit d'une valeur de 50 000 $ américains, vous vous amusez, là je cite Kikayabin Karoubi, vous vous amusez avec la carte, vous faites n'importe quoi, vous payez des maisons à vos femmes parce qu'ils n'en avaient pas qu'une, etc. Bon, ça, on n'en a pas besoin. Parlons de la Constitution. Il y a eu 20 personnes qui ont dressé, qui ont écrit cette Constitution. Dans les 20 personnes, Mali, je t'informe, il n'y avait que 4 Congolais d'origine, de père et de mère, comme moi. 4. Vraiment. On a d'ailleurs corrompu pour qu'ils acceptent toutes les salades qu'on était en train de leur donner là. Les 16 personnes-là, c'est des étrangers, c'est des Occidentaux. Il y avait des Rwandais dedans, il y avait des Ougandais dedans, il y avait des Sud-Africains. Mali, tu es en Afrique du Sud. Tu peux imaginer que la constitution sud-africaine a été écrite par le Mozambique ou bien le Botswana. Est-ce que c'est concevable? Tu peux imaginer que c'est possible? Non. C'est pas possible. Mais regarde, chez nous, parmi les 20 personnes qui ont écrit cette constitution, 4 seulement sont congolais. Bon, on passe. Ça, c'est la première révélation. Hein? La vérité, c'est bien. Allons-y. Deuxième chose. Mali, nous étions jeunes. Tu te rappelles de ce qu'on a appelé Conférence nationale souveraine? Oui. On a duré 2 ans. Mali, il y a des gens qui sont morts durant les 2 ans-là. Qui sont morts peut-être de fatigue, qui sont morts de stress. Mais en tout cas, il y a eu des gens qui sont morts pour cette conférence nationale souveraine. Je me rappelle, il y avait un chef Moulongo qui était mort là-bas. Au moment où la conférence s'est passée. Oui. Il est mort. Mali, même le monsieur là, Moutambaye, quelque temps après la conférence, il est mort. Oui. Est-ce que tu peux imaginer que pendant que ces gens-là ont siégé 2 ans, ils ont rédigé la Constitution. Et que cette Constitution-là est, je te dis, la meilleure des constitutions que le Congo n'ait jamais eue. Pourquoi? Parce que dans cette Constitution-là, parmi les gens qui ont écrit cette Constitution-là, 100%, c'est des Congolais, des pères et des mères. Premier bon point. Deuxième point, ils ont écrit en se basant sur la réalité congolaise, en se basant sur les réalités coutumières, en se basant sur nos limites de frontières avec nous-mêmes d'abord et avec nos voisins. C'est sur base de ces éléments-là qu'on a écrit cette constitution-là.
Nous, en tant que Congolais, nous ne pouvons pas prendre une constitution venue des étrangers qui nous disent comment nous devons vivre dans notre pays. C'est insensé. Ce n'est pas difficile à comprendre. C'est très facile à comprendre que la constitution que nous avons ici, elle a été écrite par des étrangers et ça ne représente pas nos réalités. S'il y a des ennuis au Congo, si le président est élu et qu'il y a un premier ministre mais sans gouvernement, ce sont des lacunes de la constitution. C'est pas normal. S'il y a le chef de cabinet du président qui vole 250 millions un matin et un soir il est blanchi comme étant l'homme le plus innocent de la République, ce sont des lacunes de la Constitution. En principe, en Amérique, si on vous soupçonne, on entend, même si on trouve une petite preuve que vous avez été adultère, on vous met de côté. Mais chez nous, on connaît que non, le chef du cabinet du président, lui, quand il quitte sa maison pour aller au travail, il ramasse des petites filles sur la route. Ben, ça fait rien. Tout ça pourquoi? Parce que nous avons une constitution bâclée. Personne n'a peur de cette constitution-là. Parce qu'en fait, elle a été faite pour protéger ces gens-là. Ils n'ont aucune moralité. Ils n'ont aucune moralité. Pourquoi? Parce que la constitution les favorise. Cette constitution-là n'œuvre pas pour le peuple. Pas du tout. Nous devons, Mali, si aujourd'hui on dit, bon, nous changeons la constitution. Ok, on la change. On aura besoin de qui? Des juristes pour qu'ils donnent leur point de vue. On aura besoin des juristes, on aura besoin des politiciens, on aura besoin des chefs coutumiers. Quand on va leur dire, bon, allez-y, présenter la constitution. Ces gens-là vont faire ceci. Ah, place à Kodi Ambongo, Yambo. Ils vont commencer par là. On va leur dire, dans un mois, vous serez prêts. Oui. Un mois après, ils vont dire, non, nous avons une journée. Nous partons d'abord réfléchir. Pourquoi? Pour qu'on continue à les payer. Oui. C'est ça le Congolais. Alors, moins d'efforts. Ils vont faire cette histoire-là. Je sais qu'il y a combien d'années qu'il lui reste? 3 ans. Ils vont faire ça sur 2 ans. Et puis après, je sais qu'il n'aura rien fait. Il aura continué avec la constitution bâclée qui est là. Or, nous avons déjà une constitution que la CNS avait laissée en mémoire de ces gens-là. Mali, tu veux me dire que 2 ans durant, des gens se sont réunis pour parler du Congo, faire un bilan pour le Congo, et puis après, Mobutu a jeté tout ça à l'eau. Et puis aujourd'hui, nous n'avons rien à faire avec ça. Non. Ces gens-là ont fait un grand travail. Ces gens-là doivent et méritent d'être honorés. Nous devons prendre la constitution que ces gens-là ont laissée. C'est très important. C'est là où on voit le sérieux d'un peuple. Vous n'allez pas recommencer une autre constitution. Non. Prenons seulement celle que ces gens-là ont laissée. Ramenons ça. Il faut faire un peu d'amendement parce que les choses ont changé. Il y a plus de 25 ans maintenant. Il faut faire des amendements, ajouter un tout petit peu. Ça va faire 20 jours, 10 jours, 15 jours. C'est fini. On met la Constitution en marche. C'est tout ce que moi je peux dire. C'est ça la bonne nouvelle. Vraiment. La Constitution qui est là maintenant, il faut la jeter, la ramener tout élevée. Il faut l'envoyer au Rwanda et en Ouganda. Il faut la ramener là où et d'où elle est venue. Vraiment, ça, c'est bien analysé. Jacques, en tout cas, merci beaucoup. Ça me fait un peu rire là parce que vraiment, être congolais, quelque part, on parle des choses sérieuses, mais des fois, ça nous fait rire, mais nous sommes un peuple intelligent, mais il nous faut vraiment la conscience. C'est question vraiment de conscience. Il faut vraiment que nous soyons vraiment conscients de ce qui se passe à nos côtés et puis faire avancer le pays. Sinon, vraiment, les Congolais n'est pas respecté. Donc, partout où on passe, vraiment, on n'est plus les Aïrois qu'on connaissait, qu'on craignait avant là. C'est ça. Mali, pour conclure cette question, pourquoi tu penses que
l'ex-président est payé à presque 700 000 $ le mois, 680 000 $ le mois. Vraiment. Pourquoi tu penses, par exemple, que aujourd'hui nous nous sommes retrouvés avec une armée où il y a à peu près 200 généraux rwandais? Vraiment. Je ne cite que les deux cas là. Si nous avons ces cas-là, c'est parce que nous avons une constitution qui a favorisé ça. Maintenant, moi, ça m'étonne qu'il y ait des Congolais qui disent « Tshisekedi, asimba constitution te, asimba yango te ». J'ai pitié de ces gens-là. Mais vous ne trouvez pas que c'est parce qu'ils n'ont, c'est question de communication. Parce que vous aviez même dit ça avant. Nous avons les ministres des informations, les communicateurs même du gouvernement, ils ne font même pas leur travail. C'est question seulement d'éduquer le peuple. Si vraiment les peuples sont éduqués, de la façon dont vous aviez expliqué là, c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. C'est ça. Maintenant, oui. Maintenant, je vais dire un truc. Ces gens-là, c'est des politiciens. Le ministre de l'Information, par exemple, tu ne peux pas le comparer avec le ministre de la Justice. Non. C'est comme le jour et la nuit. Tu vois vraiment que celui-ci, il comprend pourquoi il est ministre. Non seulement il fait la politique, mais il comprend quand même son rôle de ministre. C'est rime à quoi? Mais nous avons un ministre de l'Information, apparemment, qui est trop plongé dans la sapologie, hein, mais qui n'est pas trop dans l'information. L'information, pour lui, c'est la RTNC. Ah, on a payé les gens, on n'a pas payé les gens. Voilà, c'est ça. Mais informer le peuple, en tout cas, il a un sérieux problème. Vraiment. Mali, je vais te donner un petit exemple. Yeah. Tu sais, quand on dit la communauté Banyamulenge, c'est normal, c'est une communauté. Lorsqu'on dit la communauté congolaise à Johannesburg, c'est normal, c'est une communauté. Ils ne sont pas chez eux. C'est une communauté qui se retrouve dans un pays étranger. C'est une communauté congolaise qui se retrouve à Johannesburg, dans un pays étranger. Mais on ne peut pas dire la communauté Kossa. Non, ce n'est pas une communauté. Ce sont des autochtones. Tu vois? Oui. Voilà. Nous avons un ministre de l'Information qui passe à la télévision, qui dit aux journalistes occidentaux que non, voilà, nos communautés dans l'Est vivent dans la paix. La communauté Banyamulenge avec la communauté des Nandé, ils vivent en paix. Les Nandé ne sont pas une communauté là-bas, ce sont des autochtones. Les autochtones. Est-ce qu'un ministre de l'Information comprend même ce qui veut dire communiquer? Est-ce qu'il comprend même? Ces paroles-là, c'est grave. C'est très grave. C'est-à-dire que tu rénies que ces autochtones-là ne le sont pas. C'est une communauté venue d'ailleurs qui s'est retrouvée là, qu'on appelle les Nandé. Les Nandé, ils sont congolais. Ils sont congolais. Alors dis-moi, est-ce que le ministre, là, il comprend le rôle qu'il a à jouer dans son travail? Est-ce qu'il comprend? Ah oui, est-ce qu'il comprend ça? Il ne comprend pas ça. Il ne comprend pas. Tu ne peux pas appeler un Congolais au Congo qu'il est dans une communauté. Quelle communauté? Il n'est pas dans une communauté, il est dans sa tribu, il est dans son ethnie, il est dans son village. Il n'est pas une communauté étrangère. Rien que des petits mots comme ça, ça montre le niveau de la personne. C'est une mauvaise communication. C'est ça qui induit les gens en erreur. Je pense que le président a parlé d'échanger les ministres, mais ceux-là qui n'ont pas bien performé, de les mettre à côté. C'est bien comme discours, mais je ne crois pas en ça. Je ne crois pas en ça. Je vais te dire pourquoi. Dernièrement, il y a eu une dame qui était nommée nouvellement ministre, je crois, je sais quoi, qui est partie au Congo-Brazza et qui
qui s'est mal comporté là-bas. Et à son retour à Kinshasa, elle a été limogée. Je pense que tu connais l'histoire. Oui. Voilà. Je connais. Mais aujourd'hui, il y a des rumeurs qui disent que la dame a été limogée. Oui, elle ne va pas au ministère, mais seulement elle travaille à partir de chez elle. Elle est toujours engagée. Vraiment. Elle perçoit toujours son salaire. Ben voilà. Voilà. Je pense que si nous demandons aux Congolais de reprendre leur conscience, nous devons aussi demander à la base de rappeler le président et de lui parler et de lui dire qu'il reprenne aussi ses consciences. Hein. Qu'il reprenne un peu ses consciences. Il est tenté de nous suivre parce que nous sommes suivis un peu partout. Espérons que ce message va lui arriver vraiment dans ses oreilles. Pour chuter, Jacques, ce soir, nous allons aussi parler de notre ministre de Justice. Nous avons tous vu sa sortie médiatique. Comme toujours, le ministre de Justice fait toujours couler beaucoup d'encre de salive. Il avait promis qu'il va désengorger nos prisons. Il l'a fait, il est passé à l'action. Mais ce qui s'est passé après des engorgements des prisonniers nous donne un autre résultat. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Bon, je veux dire ceci. D'une façon très basique, même dans l'Afrique la plus pauvre, il y a ceci. Lorsque vous arrêtez un criminel, vous le mettez en prison, c'est généralement après qu'il soit jugé et condamné, n'est-ce pas? D'accord. C'est-à-dire, on dit pour avoir fait tel ou tel dégât, nous vous condamnons à 5 ans de prison. La plupart des gens que le ministre a libérés, soi-disant, c'est des gens qui ont commis ce qu'on appelle en anglais les petty crimes. Quelqu'un qui a volé la montre de son voisin. Quelqu'un qui a cassé la vitre de la maison du général. Quelqu'un qui a volé la poule du voisin. La poule du voisin. Du moment que vous avez pris un citoyen dans cette erreur-là, on peut remonter plus haut. On peut remonter en disant, mais pourquoi il a volé? Non, mais parce qu'il ne travaille pas. Est-ce que le gouvernement a proposé un travail à cet homme-là et l'homme a dit non, je refuse votre proposition, je préfère rester comme ça, délinquant, je vais commencer à voler dans la rue. Non, quelque part, il y a la responsabilité du gouvernement dans ça. Bon, laissons ça de côté. Lorsque vous mettez quelqu'un en prison, c'est tout à fait normal que quand la personne sortira de la prison, cette personne-là ait son moyen. Peut-être que vous l'avez arrêté un lundi. Le mardi, on le cherchait pour l'amener quelque part où il allait avoir du travail. Donc vous l'avez fait quelque part. Ce n'est pas seulement lui sa responsabilité, mais c'est aussi vous. Parce qu'il a loupé l'occasion de se rendre utile. Je ne parle pas pour les criminels, non. Allons-y. Lorsque vous le mettez en prison, quand il sort de là, vous devez lui donner un petit montant pour qu'il se remette sur pied. Vous ne le libérez pas comme ça parce que vous voulez avoir une sorte de popularité. Non. Vous libérez la personne, vous lui donnez $50, $100, vous lui dites, papa, va acheter 2 chemises, 2 pantalons, des chaussures, soyez présentable, allez chercher du travail. Même le travail des jardiniers, même le travail de, je ne sais pas, ramasser la saleté sur la rue, par exemple. Kinshasa est très sale. Allez chercher du travail pour ramasser les plastiques. Le gouvernement ne vous paye pas. Les gens chez qui vous ramassez les saletés là, ils vous payent. Oui. Faites par exemple ça. Lorsque le ministre a libéré près de 2000 prisonniers, parmi ces prisonniers-là, il y en a qui n'ont jamais reçu d'éducation civique en prison. Pourtant, c'était une occasion favorable de les rééduquer. Pour que quand ils vont rentrer dans la société, qu'ils rentrent comme des citoyens modèles. Mali, on libère un ex-Koulouna.
Pourquoi? Parce que quand il était dehors, il se battait avec un policier. Alors le policier lui a dit, toi, je te connais, je vais te faire coffrer. Et le lendemain, on l'a coffré, on l'a jeté là. Quand il va sortir, tu penses qu'il va aller où? Il va aller se venger. Il va aller se venger. À peine avoir sorti, il va aller se venger. À peine sorti, hein? Oui. Oui, il va aller se venger. L'esprit de Koulouna s'est aggravé encore quand il était en prison. Peut-être en prison là, il a continué avec. Il n'y a pas eu d'éducation civique, il n'y a pas eu de suivi, rien. On l'a juste jeté là. Quand ce type-là sort, il n'a pas changé. Il est devenu Koulouna x3. Il va chercher le policier là, il va se venger. Vraiment. Bon, moi si j'étais Moutamba, j'aurais fait ceci. Monsieur, vous avez offensé l'État en volant, en tuant ou en faisant je ne sais pas quoi. Vous avez offensé l'État congolais. On vous a mis en prison, c'était comme pour vous rééduquer. Mais ici, on ne peut pas vous rééduquer. Ce que nous pouvons faire pour vous, c'est que nous voulons que vous rendiez à l'État un service. Et que quand vous terminez votre service là, on fera de vous une personne qui a changé. On l'amène à Kanyama-Kassis. Il va là-bas, il fait les champs pour nourrir le peuple. Et là-bas, on lui apprend un métier. Menuiserie, charpenterie, il devient serrurier, il devient électricien. On l'apprend là-bas, on lui apprend tous ces métiers, comme on dit, handyman. De manière à ce que quand il sort avec un petit certificat issu par l'État, quand il rentre pas nécessairement à Kinshasa, hein? Quand il rentre dans son fief, il va se rendre utile. C'est mieux de faire ça. C'est mieux, il était mieux pour le ministre de la Justice de prévoir que ces gens-là aillent travailler dans les champs. Nous avons besoin de maïs. Oui. Vous savez combien le Katanga consomme le maïs. On a besoin de maïs là-bas, mais les jeunes Katangais, il n'y en a pas beaucoup qui sont motivés pour aller à Kanyama-Kassis. Les gens qui peuvent aller là-bas, c'est des gens tels que les 2000 prisonniers. Les prisonniers là qu'on a libérés là. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'était une main-d'œuvre pratiquement gratuite que le gouvernement pouvait souffrir. Oui. Pourquoi prendre un criminel qui a commis son crime à Kinshasa, vous le mettez en prison pendant 5 ans, 10 ans, vous le relâchez dans Kinshasa toujours, vous pensez qu'il fera quoi? Il n'a pas de travail. Vous pensez qu'il fera quoi? Qu'il a changé parce qu'il a été en prison. Mali, pour conclure la question, on avait des chiens à la maison, n'est-ce pas? Oui. Lorsque vous avez un chien à la maison, vous le laissez toute la journée libre. Il sort, il va se promener, il rentre. Quand les visiteurs viennent à la maison, quand il veut crier sur les visiteurs, vous lui dites, hey, assieds-toi là, ferme ta bouche. Tu sais ce que le chien là devient? Il devient doux. Même la nuit, quand il verra des voleurs, il va se dire, oh non, ça ce sont les visiteurs, il ne faut pas attaquer. Mais tu sais, quand tu prends le chien, tu le mets dans sa niche toute la journée. Tu le laisses même affamé, quoi. Hein? Oui. C'est exprès, non? C'est exprès. Tu lui donnes à manger le matin, mais toute la journée, tu le laisses affamé. Et le soir, quand vous allez dormir, tu le libères. Tu le libères. Quand il verra un intrus sauter du mur, vous n'avez pas besoin de lui dire attaque. Lui-même, la faim qu'il a là, ça va lui dire non, ça c'est vous avec moi. Moi, je n'ai pas mangé. Lui, il vient encore dans la parcelle, là, il va attaquer. C'est ça le problème. Vous mettez les prisonniers là, dans la prison. Vous pensez que vous les avez rendus comment? Ils sont devenus méchants. Ils sont devenus encore plus méchants qu'avant. Parce qu'ils n'ont rien là-bas. Hein? Qui leur donne à manger? Personne. Ils n'ont rien là-bas. Vous avez vu ceux-là qu'on a libérés. Ils étaient en train de marcher dans les rues de Kinshasa, torse nu. Il y a un qu'on a montré en slip. Yeah. Hein?
Ils étaient en train de marcher dans... C'était mal organisé et puis c'est à la vue de tout le monde. Hein. Tout le monde nous regarde et puis c'est dans la capitale, vraiment. Jacques, on a fait presque 1 heure du temps, un mot de la fin pour chuter. Je pense qu'on a beaucoup à se dire, vraiment, c'était vraiment intéressant. Mais je sais que vous allez encore nous revenir le dimanche prochain. Juste un mot pour clôturer. Oui, Mali. Moi, je voudrais clôturer en disant ceci. Hein. Oui. Il faudra que le Congolais accepte que la solution ne viendra pas de la tribune des Nations Unies. La solution ne viendra pas de Washington, de Paris ou de Bruxelles. La solution viendra de Goma. La solution viendra de Rutshuru. La solution viendra de Kisangani, de Matadi, de Lubumbashi. De Matadi, oui. De Lubumbashi. C'est nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un décide pour nous, pour nous trouver une solution. C'est nous-mêmes. Nous-mêmes. Nous devons mettre de côté ces divisions bêtes et inutiles des tribus entre nous. Moi, quand je regarde quelqu'un du Bas-Congo, je suis curieux de le connaître, de connaître sa culture, de connaître comment ils réfléchissent au Bas-Congo, de connaître comment ils trouvent des solutions à leurs problèmes, vu la géographie, par exemple, de leur territoire. Je suis curieux. Je le vois comme un autre moi du Bas-Congo. C'est comme ça que moi, je vois les Congolais. Quand je vois quelqu'un de Goma, je dis, ah, ça, c'est moi, mais du Kivu. Comment vous faites, vous, pour les plantations des fruits, par exemple, de telle ou telle plantation? Je suis curieux. Il ne faut pas voir l'autre comme, hé, non, il n'a rien à me dire. Non. Ça, c'est être primaire, c'est être primitif. Il faut que le Congolais, quand il regarde son frère congolais, qu'il soit fier de son frère. Même si son frère-là, il fait quelque chose qui n'est pas bien, prends-le comme ton frère, corrige-le. Même si tu lui dis, il n'est pas content de ce que tu lui dis, il va partir, sa conscience va faire tic, 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 il va se réveiller, il reviendra à la raison. Le mot de la fin, je pense que nous devons réellement faire une frontière entre nous et le Rwanda, fermer cette frontière-là catégoriquement. Nous ne devons pas fermer une frontière comme si on jouait au jeu de l'homme qui drague une femme. Non, nous devons fermer ça, arrêter avec le Rwanda, un point, un trait. C'est un pays qui nous a amené beaucoup de malheurs. Nous n'avons pas à être complaisants avec ce pays-là. Nous devons fermer les frontières. C'est pas aujourd'hui qu'il faut les fermer. Depuis bien longtemps, il fallait fermer les frontières entre nous et ce pays-là. Et donc voilà, que le Congolais prenne conscience, qu'il rappelle son président à la raison. C'est très important. Le président semble être dans une sorte de bulle qui l'enivre, mais il faudra que la base, il avait rappelé là depuis Genève, le rappelle encore. Oui, c'est ça que je peux dire. Je pense que Kinshasa va nous écouter. La base a parlé. Vous êtes parmi les gens que le président écoute beaucoup plus parce que nous sommes écoutés de partout, Jacques. En tout cas, merci beaucoup vraiment pour votre intervention. Je pense que ce n'est pas la dernière fois et ce n'est pas la première fois. Vous allez encore nous revenir avec beaucoup plus de détails et d'analyses et à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Okay, merci, Mani.